Un départ en vacances, pour la plupart des Français, cela ressemble à ça. Franck, Sandra et leurs 2 petites filles viennent tout juste de quitter Paris et l'autoroute est déjà surchargée. Quand je vois des warnings, c'est que, en général, ça commence à bouchonner. Une journée de galère s'annonce. Merci d'être à l'écoute sur le 107.7 et sachez que dans l'ensemble, c'est une journée compliquée aujourd'hui. Il faudra être patient. Franck roule en direction de la côte atlantique et pas moyen de dépasser les 50 km/h. On pense à arriver dans l'après-midi. Bon, à moins que ça s'améliore, mais si on continue sur le même rythme, on arrivera ce soir plutôt. Et la galère continue, même à la pause déjeuner. Le problème des grosses périodes d'affluence aussi, c'est la place sur les aires de repos. Là, il n'y en a pas. Franck n'a pas le choix. Le voici reparti avec sa petite famille pour 20 km de bouchons jusqu'à la prochaine aire d'autoroute. Donne la main, tu donnes la main à quelqu'un. Tu donnes la main à quelqu'un. Fatigue, stress et pique-nique au milieu des voitures et des gaz d'échappement. Tous les grands départs se passent de la même manière. Pour moi, c'est les vacances. Même les bouchons, c'est les vacances. Ça fait partie des vacances. Les bouchons, voilà. Comme la plupart des Français, Franck et sa famille sont résignés. Ils pensent qu'il n'existe pas d'autre solution que l'autoroute. Et pourtant, si Franck avait pris le soin de déplier sa carte routière, il aurait pu éviter ces aires d'autoroute sans charme et bondées. La France possède un des réseaux routiers les plus denses du monde. 400 000 km de nationales et de départementales qui permettent de voyager autrement, en prenant son temps, au milieu d'une France riche de petits coins oubliés et de paysages à couper le souffle. Ces petits villages regorgent d'idées pour inciter les vacanciers à quitter l'autoroute et redonner vie à leur commerce. Une manne financière que les sociétés autoroutières, elles, ne sont pas prêtes à laisser filer. Pour dénicher ces bons plans qui jalonnent la route de nos vacances, il faut faire ce que la plupart du temps on ne fait pas. Sortir de l'autoroute. Pas besoin de rouler des heures. En quelques minutes, les vacanciers peuvent se retrouver au cœur de petits villages dépaysants. Dans le Limousin, à moins d'1 kilomètre de l'autoroute A20, nous voici à Bessines-sur-Gartempe. Contrairement à Franck et sa famille, bloqués sur leur aire d'autoroute. À Bessines, les conducteurs prennent le temps d'acheter des produits régionaux pour agrémenter leur pique-nique. Voilà, ça vous fait 5. Et pour pouvoir les déguster, comme sur les autoroutes, des tables ont été prévues pour les vacanciers de passage. Attends, regarde, on y va. T'es prête? Tu veux un sandwich au pâté ou au fromage? Tiens, c'est vrai qu'on aime bien éviter les grosses stations-service avec plein de monde, où c'est un peu l'usine, un peu la chaîne. On est bien dans les gaz d'échappement, dans le bruit de l'autoroute, donc c'est un peu plus confortable. Fuir le monde et la circulation pour une halte dans un village traditionnel. C'est aussi ce qui séduit ces touristes belges. Sur l'autoroute, on ne voit rien. Seulement le paysage, mais on ne voit pas les gens, les maisons, la mairie. C'est différent. Tous ces automobilistes ne sont pas arrivés à Bessines par hasard. Sur l'autoroute, leur regard a été attiré par ce panneau. Bessines est un village-étape. C'est un label décerné par l'État. Il signale aux conducteurs que dans ce village, tout est fait pour les accueillir sur la route de leurs vacances. Ce label, c'est l'ancien maire de Bessines qui l'a inventé. Une idée en apparence toute simple qui a redonné vie à plus d'un village en France. Ça va? Bernard Brouille a eu cette géniale intuition le jour où il a fallu trouver une solution pour sauver Bessines d'une mort programmée. Voici Bessines dans les années 80. À l'époque, l'autoroute ne passe pas encore dans le Limousin. Les touristes qui veulent se rendre à Toulouse ou Montauban empruntent la nationale qui passe au cœur du village. Le commerce bat alors son plein. Restaurants et épiceries ne désemplissent pas.
Mais au début des années 90, l'État décide de construire une autoroute. Elle met la ville rose à seulement 6 heures de Paris, au lieu de 11 heures. C'est la panique chez les commerçants de la région. On n'aura plus le passage. On va perdre au moins 90% du bénéfice sur la clientèle qu'on a actuellement. Le pompiste avait vu juste. Quelques années plus tard, les automobilistes désertent la nationale. Et les commerces situés en bord de route tirent leurs rideaux, les uns après les autres. En 1995, malgré la construction de l'autoroute, Bernard Brouille reste convaincu que sa commune a une carte à jouer. Contrairement aux autres maires de la région, il cherche un moyen de capter une partie du flot des vacanciers qui passe à seulement 1 kilomètre. Pour lui, son village a bien plus d'atouts qu'une aire d'autoroute. Vous avez une très très bonne boucherie-charcuterie. Je vous recommande la viande limousine et les boudins. La boulangerie, pâtisserie, avec des macarons tout à fait extraordinaires. Et ils font aussi le chocolat. Autrement dit, vous arrêtez là, vous trouvez tout ce que vous voulez. Bref, tout ce qu'on ne trouvera jamais sur une aire d'autoroute. Mais Bernard sait que cela ne suffira pas. Pour attirer les automobilistes, il n'hésite pas à casser la tirelire de la mairie. Il investit 100 000 € dans des dizaines de places de parking au cœur du village, une aire de pique-nique et des espaces de jeu pour les enfants. Il fallait avoir la même chose que sur une aire d'autoroute ? Pareil, à peu près la même chose que sur une aire d'autoroute. En plus petit, bien sûr, parce qu'il y a moins de monde, mais il fallait avoir la même chose. Bernard se dit qu'il y a un bon concept à développer pour sortir du marasme économique les villages de France abandonnés sur l'autel du développement autoroutier. En 1995, l'État adhère au projet et crée le label Village Étape. Bessines devient le premier d'une longue série, car le succès est immédiat. Dès la première année, des centaines d'automobilistes quittent l'autoroute pour faire leur pause au village. Désormais, 10 000 touristes s'y arrêtent chaque été sur la route de leurs vacances. Une aubaine pour la dizaine de commerçants du village, comme Françoise. Bonjour, comment ça va? Son restaurant a bien failli fermer il y a 20 ans. Je vous accompagne, voilà. Aujourd'hui, elle accueille des cars entiers de touristes. 45 couverts à servir ce jour-là. Il n'y a encore pas si longtemps, l'organisatrice ne sortait jamais de l'autoroute. Et maintenant, dès qu'elle le peut, elle s'arrête dans un village étape. Au niveau sortie, si vous voulez accès, c'est direct, parce qu'on est sur l'autoroute, on est arrivé de l'autoroute. Donc, pas de perte de temps au niveau entrée-sortie. Et après, comme je vous le disais, c'est une très bonne table. Un menu complet à 14 €, à peine plus cher qu'un self sur l'autoroute. Je vous demande pardon, s'il vous plaît, sauté de canard au poivre vert. Mais ici, tout est fait maison. Pardon, monsieur. Beaucoup de gens s'arrêtent parce qu'on est signalé village étape. Sinon, à mon avis, ils passeraient sur l'autoroute sans s'arrêter. Résultat, une progression du chiffre d'affaires qu'on trouve rarement aujourd'hui dans les petits villages. On a quand même au moins pérennisé l'activité, ce qui est important. Et on a sûrement doublé le chiffre d'affaires. Doublé ? Ah oui, oui. Des restaurants qui font le plein et un petit bourg qui revit. Mais la recette est-elle applicable à tous les villages en difficulté? Sur les routes de nos vacances, il y en a des centaines. Béatrice Coiffard travaille pour le label Village Étape. Ils sont 3 comme elle à parcourir toutes les routes de France avec un objectif: dénicher les futurs villages qui pourraient décrocher le label. On fait quand même effectivement beaucoup de déplacements, on est 30 000 km par an à peu près. Ce jour-là, Béatrice se rend en Lozère, à Châteauneuf-de-Randon. Le village est proche d'une grosse nationale qui permet, un peu comme une autoroute, à des centaines de milliers d'automobilistes de traverser chaque été la moitié sud de la France. Béatrice est là en repérage, afin de décider si cela vaut le coup de proposer au maire de transformer Châteauneuf-de-Randon en village étape. Je pense que c'est la place principale, et donc ça doit être là que tout se passe. Premier bon point, l'endroit est très dépaysant pour le voyageur. La plupart des maisons datent du XIIe siècle. Reste ensuite à savoir si le village a les capacités pour accueillir des milliers de voyageurs.
Est-ce qu'il y a moyen de se garer ici? Bah là, tout autour, et puis après voir dans les rues adjacentes s'il y a d'autres espaces de stationnement possibles. Il y a largement de quoi accueillir de nombreuses voitures. Et en plus, il y a un bar tabac, une boulangerie et un snack. De quoi manger rapidement avant de reprendre la route. Mais ce qui plaît particulièrement à Béatrice, ce sont ces tables de pique-nique. Il y a quand même des gens qui ne veulent pas se poser une heure dans un restaurant pour déjeuner. Et donc manger en une demi-heure quand même sur une place du village comme ça, sympathique, avec une offre en snack pizzeria, ça permet de bien compléter l'offre. Non, c'est intéressant. Pas mal pour une commune de seulement 560 habitants. Mais mauvais point, les aires de pique-nique de la place du village n'accueillent pas d'aires de jeu pour les enfants. Bah là, voilà, ça ferait une magnifique aire de pique-nique. À la sortie de Châteauneuf-de-Randon, Béatrice découvre un pré assez grand pour accueillir des centaines de personnes autour des tables, tourniquets et autres toboggans. On est dans un cadre vraiment apaisant. On n'entend pas du tout le bruit de la route, juste le bruit des oiseaux, non, c'est sympa. Se pose aussi un autre problème. Les commodités. Dans ce petit village, il faut les agrandir et les mettre aux normes. La petite difficulté en plus, là, c'est qu'ils ne sont pas accessibles à des personnes à mobilité réduite ou avec handicapés avec un fauteuil roulant. Là, il faudrait faire des travaux, ouais. Le village a encore beaucoup de boulot avant de pouvoir décrocher le label. En moyenne, les communes déboursent entre 30 et 200 000 € pour répondre aux exigences de l'inspectrice. Malgré les retombées économiques, la moitié des villages auxquels elle propose le label n'a pas les moyens de payer de telles sommes. À Breims, dans le Tarn, la municipalité a investi 30 000 € en équipement. Alors depuis qu'il a obtenu le label, Daniel Mostardi, l'adjoint au maire, a une angoisse. Messieurs, dames, bonjour. Les commerçants sont-ils prêts? Alors, comment va? Ma foi, malgré le temps, hein. Thierry tient le seul bar du village et l'adjoint au maire a peur qu'il ne soit pas à la hauteur pour accueillir les touristes étrangers. Il y avait un petit problème avec les menus. Est-ce que vous imaginez de pouvoir mettre les menus en anglais? Enfin, en français et en anglais. Je parle anglais. Je suis pas prof d'anglais, mais je voyage pas mal. Mais quand on lui demande d'énoncer son menu dans la langue de Shakespeare... Le poulet, c'est du duck, donc voilà. Loupé. Le duck, c'est le canard. Avec l'accent. Et le reste, les lardons, tout ça, vous êtes au courant, là? Oui, je dis M of Pig. Voilà, Il va réviser. Non, si, M of Pig, ça vient de cochon. Voilà, c'est tout. Après, lardon, je sais pas, dans le sens littéral, je sais pas le dire. Bref, il va falloir ressortir les bouquins d'école avant de pouvoir accueillir les touristes étrangers. Messieurs, dames, bonjour. Monsieur le boulanger va bien? Bon, madame la boulangère aussi? Ça va. C'est la forme? À la boulangerie, c'est un autre problème qui inquiète le maire adjoint. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez un petit problème avec les horaires d'ouverture, mais peut-être non. La charte des villages étapes impose une ouverture des commerces sans interruption entre 8h et 19h. Mais à la campagne, on ne vit pas à ce rythme-là. On est fermé les après-midi, le mercredi, samedi et dimanche. Et les autres jours de la semaine, il y a aussi un petit souci. Mais nous, on est fermé à 13h et on réouvre à 16h. Pour répondre aux exigences de la charte, il faudrait embaucher. Ça, on va attendre peut-être un peu de savoir comment ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas embaucher quelqu'un comme ça. Et donc, on va devoir travailler plus. Et il vaut mieux, car l'adjoint au maire voit grand, très grand. Une autre petite question, vous n'avez pas de carte, mais est-ce que vous parlez anglais? Just a little. Ah, mais c'est déjà pas mal. Ça peut peut-être suffire pour des visiteurs extérieurs qui viendront de tous les pays d'Europe. Comme Breims, ils sont 38 villages à être devenus villages étapes. 38 villages à l'échelle de la France, c'est vraiment peu. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Un peu à droite encore. C'est trop. Alors qu'elles réunissent tous les critères, certaines communes se sont vues refuser le label pour une raison très surprenante. Juste à côté de l'autoroute A9, entre Orange et Montpellier, voici par exemple le village de Saint-Laurent-des-Arbres.
Michel Anastasie, ancien maire de ce joli petit coin de Provence, a tenté d'obtenir le label Village Étape pour sa commune. Alors Michel, comment va? Ça va. Et a priori, Saint-Laurent-des-Arbres a largement de quoi satisfaire les visiteurs. À seulement 3 km de l'autoroute, un village du XIIIe siècle. C'est le château de Saint-Laurent-des-Arbres, en fait, qui a été surélevé au moment où la papauté était en Avignon. En matière de patrimoine, bon, je suppose que tous les villages à Étape n'ont pas un patrimoine comme celui-ci. Et question accueil des touristes, il y a des hôtels et des restaurants, des aires de jeu pour les enfants, des tables de pique-nique. Ici, même pas besoin de faire des travaux. Il y a 4 ans, Michel dépose donc un dossier pour faire de sa commune un village étape. Il était sûr que sa candidature serait retenue, sauf qu'il ignorait un petit détail. Dans ce courrier, les responsables du label lui expliquent que sa demande est refusée à cause de l'autoroute qui longe le village. C'est une autoroute concédée. Autrement dit, elle est gérée par une entreprise privée. Et la situation géographique de votre commune en bordure de l'A9 concédée, alors que les villages étapes se situent à ce jour sur les autoroutes ou 2 fois 2 voies non concédées. On m'explique qu'à partir du moment où la route n'est plus réellement publique, notre village ne peut pas devenir village étape. Et quand on y regarde de plus près, cette clause est incompréhensible. Les 2 autoroutes les plus fréquentées pendant les vacances, comme l'autoroute du Soleil, ou encore l'A10 qui file vers la côte atlantique, ne peuvent pas accueillir de village étape. Comme plus de 75% du réseau, elles sont gérées par des sociétés privées. Une aberration pour Michel. Ah non, ça a été un peu la surprise. Hein. Pour moi, il n'y a pas plus d'autoroutes concédées que d'autoroutes non concédées, il y a des autoroutes tout court. Hein, si on est à la sortie d'une autoroute, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être village étape. Selon lui, l'explication se trouve sur la fameuse autoroute. À 5 km du village, il y a une station-service, avec des restaurants. D'après lui, décrocher le label Village Étape aurait pu causer du tort à ces commerces. Les gens qui investissent comme ça sur l'autoroute ont envie de garder leur clientèle qui circule justement sur l'autoroute. Cette aire d'autoroute génère par exemple 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Selon Michel, cette société ne serait pas prête à laisser filer la clientèle vers les villages étapes. Ce qui serait bien, c'est qu'on laisse le jeu de la concurrence se faire, quoi. Et là, on la laisse pas. Et là, on ne laisse pas le jeu de la concurrence, puis qu'en quelque sorte, les gens sont prisonniers de l'autoroute, quoi. Hein. Alors, comme le soupçonne Michel, les sociétés d'autoroute font-elles pression pour empêcher le développement de villages étapes? Nous avons contacté la société qui loue les emplacements aux restaurants et commerces de l'aire qui borde Saint-Laurent-des-Arbres. Au téléphone, une responsable nous explique que sa société n'exerce aucune pression. Je suis très étonnée par ce propos-là. La question ne se pose pas comme ça. Il n'est pas question de savoir si ça nous pose un problème ou pas. Parce que ce n'est pas nous, autoroutiers, qui allons décider de fixer le label au village. On n'est absolument pas compétent en la matière, c'est pas notre rôle. Pourquoi l'État n'autorise-t-il pas les villages étapes le long des autoroutes privées? Voici la réponse de Béatrice, la responsable du label. Les sociétés d'autoroutes ont obligation de réaliser à leurs frais des aires aménagées pour les automobilistes. Alors difficile de leur imposer de la concurrence avec des villages étapes juste à côté. En fait, les sociétés d'autoroutes ont un contrat à respecter, le contrat de concession en fait, qu'elles signent avec l'État. Et elles ont obligation de fournir du service à l'usager, donc elles créent des aires de service. Donc il faut qu'elles les fassent fonctionner et qu'elles soient rentabilisées. Donc c'est vrai que potentiellement il pourrait y avoir concurrence si on positionnait un village étape à proximité. Résultat, sur la plupart des autoroutes françaises les jours de grand départ, il n'y a guère d'alternative aux aires bondées et surchargées. Alors quand on part en vacances, est-il possible de se passer carrément de l'autoroute? Thierry Dubois est l'un des voyageurs qui connaît le mieux toutes les petites routes de notre pays. Départementales, nationales, petites routes de campagne,
tout ce qui lui permet d'échapper aux autoroutes, quitte à avancer un peu au ralenti. C'est surtout de prendre un peu plus de temps et de profiter du voyage, quoi, plutôt que de bêtement foncer rapidement jusqu'à l'arrivée. De faire du voyage une partie des vacances. Thierry est dessinateur. Et toutes ses BD parlent de sa passion pour la route. Des BD qui se vendent jusqu'à 20 000 exemplaires. Et celles qui marchent le mieux, ce sont celles consacrées à la route mythique des vacances d'antan. La Nationale 7, qui relie Paris à Menton. Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. Dans les années 50 et 60, on la surnomme la route du soleil. Après les privations de la guerre, les Français roulent vers le sud. C'est le temps de la 3e semaine de congés payés, et tout le monde veut en profiter, même s'il faut près de 20 heures avant de goûter aux joies de la baignade. Pour beaucoup de Français, ce sont les premières vacances au soleil. Dans les années 70, avec l'arrivée de l'autoroute, la Nationale 7 est progressivement abandonnée. Aujourd'hui, la célèbre route du soleil existe toujours. Thierry le nostalgique est convaincu que cette nationale et son glorieux passé peuvent faire l'objet d'un guide touristique. Il y a vraiment un marché pour un guide comme ça, de gens qui ont envie de faire la N7 à l'ancienne. Où est-ce qu'on va voir des vieux panneaux, des vieilles plaques, des bornes, par où est-ce qu'elle passait dans les villes, quand est-ce qu'elle a été déviée, tout ce qu'on peut voir qui spécifiquement N7, quoi. Et puis les bonnes adresses, bien sûr. Avec sa femme Sophie, Thierry se met en quête des petits trésors de la Nationale 7. Première étape, Montélimar, la ville du nougat. Pour faire un bon guide, il faut d'abord quelques anecdotes. La Nationale 7 passait donc là sous ces platanes. Et je vous dis, des fois, c'était 3 heures d'attente pour traverser la ville. Et les gens, en plus, ne voulaient pas perdre leur place. Alors, il y avait tous ces marchands de nougat, en plus, qui voyaient ces gens arrêtés, qui attendaient, mais qui ne sortaient même pas de leur voiture. Donc, ils ont eu l'idée, à l'époque, d'envoyer leurs filles avec des paniers et de vendre du nougat aux automobilistes qui attendaient, quoi. Directement dans les voitures. Directement dans les voitures. Et c'est comme ça que le nougat s'est fait connaître dans la France entière. Thierry et Sophie référencent aussi des bonnes adresses. Sans guide, les vacanciers n'auraient sans doute pas eu l'idée de s'arrêter dans ce relais routier. Alors ici, le Mistral, c'est vraiment le restaurant routier typique. Vous savez, les routiers, c'est des gens qui sont seuls dans leur cabine et tout. On retrouve toujours une espèce d'ambiance familiale. Les gens sont toujours accueillants. C'est pour beaucoup de routiers un deuxième chez eux, quoi. C'est toujours à la bonne franquette, en plus. Il y a des tables où on s'assoit à plusieurs, même si on ne connaît pas les voisins. Ce jour-là, il n'y a pas trop de monde, mais l'ambiance est d'époque. En revanche, sur la carte, les célèbres œufs maillots et julienne de légumes ont disparu. Reste quand même la tête de veau. Je vais prendre un plat du jour, moi. Le plat du jour, c'est du sauté de porc. Encore un classique, mais la présentation est soignée. Merci. Oula, superbe. Il n'y a rien à dire, hein, digne des plus grandes maisons. Et question quantité, on y trouve son compte, car la clientèle est exigeante. Ici, beaucoup de routiers, hein, c'est pas des gros salaires, donc faut qu'ils trouvent assez à manger pour tenir le choc. Thierry est séduit, le restaurant figurera sur son guide. Sa femme et lui ont passé la Nationale 7 au crible. Ils ont tout répertorié. Les tours médiévales. Même, tu vois, les portails en ogive. Les ruelles où passaient les rois de France, ou les petites fontaines cachées. Les gens, ils savent probablement pas à quoi servent les barres qui sont posées là. Et en fait, ça sert à poser un seau et à ce qui se remplisse sans qu'on doive le tenir. Tous ces petits secrets, Thierry va pouvoir les présenter au grand public. Quelques jours plus tard, notre passionné, accompagné d'un représentant de la région Rhône-Alpes, a rendez-vous pour proposer son guide à un célèbre éditeur parisien. Bonjour, monsieur Benoît. Thierry Dubois. Bonjour, Bonjour, Marc Bécher, Entrez, je vous en prie. Bon point pour Thierry. L'éditeur est convaincu que la redécouverte des petites routes de France est une tendance du moment. La dimension qu'on veut donner avec le guide du routard, c'est un peu la dimension insolite, c'est-à-dire de trouver des choses qui ne figurent pas dans les autres guides, etc. C'est vrai que c'est un itinéraire qui est d'évidence très très touristique.
donc forcément qui intéresse un éditeur de guide touristique. Si on peut faire une première réunion éditoriale d'ici 3 semaines à mois, ce serait parfait. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Le guide est prévu pour l'année prochaine. Thierry espère en vendre 10 à 15 000 exemplaires. De plus en plus de Français veulent aujourd'hui prendre le temps de voyager autrement, en partant à la découverte du patrimoine de nos petites routes et villages, longtemps oubliés.